Salut tout le monde, c'est Renaud. On est en live. Alors j'espère que cette fois, on va voir les commentaires. La dernière fois, j'ai fait une petite vidéo et en fait, les commentaires sont... J'ai pas pu voir vos commentaires malheureusement. Du coup, la vidéo, en fait, j'ai pu voir les commentaires que après. Donc, je suis désolé pour le son. J'espère que cette fois, le son va fonctionner. Est-ce que vous pouvez commenter, m'assurer que le son fonctionne et que je vous vois bien. J'espère vraiment que les commentaires vont fonctionner cette fois-ci et qu'il y a le son. Je vais peut-être même faire un backup encore avec mon téléphone pour être sûr que ça fonctionne, parce que là pour l'instant je vois encore aucun message. Donc aujourd'hui le thème sera les différentiels. On a beaucoup de choses à apprendre sur les différentiels, c'est une des premières choses qu'on règle sur nos voitures. Donc ça permet de bien améliorer. Voilà, donc effectivement je vois pas vos commentaires. Hop. Voilà, on va se la faire comme ça, avec un backup en direct. C'est les joies du direct, voilà, il n'y a pas de triche. Alors, est-ce que ça veut bien que je puisse voir vos commentaires quand même? Et ben voilà, super. Donc voilà, c'est parti pour les diffs. Pour moi, la première chose, comme on l'a dit la dernière fois, quand on a fait le réglage moteur, c'est quand même les pneus qui vont vous tenir au sol. Par contre, aujourd'hui, c'est donc le sujet des différentiels. Je vous ai pris aujourd'hui mon e-buggy. Il est prêt pour les prochaines courses à la fin de saison. Ça vous fait ainsi un petit aperçu. Je vous donne l'exclusivité aujourd'hui de ce que peut ressembler le variateur RC Concept en 1/8. Il sera dispo très prochainement. On a reçu les derniers prototypes là, donc voilà, je vous laisse admirer. C'est très joli. Il y a encore quelques petits détails à modifier, donc voilà, ça devrait ressembler à quelque chose d'assez similaire. Donc voilà. Donc pour les différentiels, d'abord ce qu'on fait c'est nettoyer la voiture. Bon, ça on fera un point une prochaine fois peut-être, pour comment est-ce que moi j'organise et comment je nettoie ma voiture. Ensuite moi je nettoie le différentiel train par train, c'est-à-dire que j'ai ma voiture, elle est complète, prête, et en fait je vais démonter d'abord la cellule arrière, ensuite le central, ensuite l'avant, et puis je vais vous montrer tout ça. Alors, dans un premier temps, on vient démonter les vis sous le châssis. Il se peut que vous ayez une vis qui est comme ça, pleine de terre. Alors là, big up à tous mes amis du nord de la France. On prend ce qu'on appelle un décrotteur. Vous avez souvent peut-être cassé un embout ou un vieux tournevis. En fait, vous le taillez en pointe et ça vous permet de venir enlever l'excès de terre qu'il y a dans cette vis récalcitrante. Et ensuite, vous pouvez venir ouvrir votre cellule. Alors, je vais essayer de checker aussi en live vos commentaires, si ça veut bien marcher. J'ai l'impression que mon téléphone, il veut plus y aller non plus. C'est génial. Hop, je vais continuer en parallèle. Donc, les outils RSRC, magnifiques, hein. Je pense que vous avez tous pu les utiliser. Soit on le fait à la main. Quand on en a marre, on prend la visseuse. Moi je suis du naturel un peu feignant, je sais pas si vous l'êtes aussi. On va faire deux pour vous montrer un peu. Et ensuite on triche, hein, l'outil magique. Alors moi ce que je fais aussi, c'est que j'essaye de repérer les vis que je démonte. Je pose en fait sur la table pour savoir exactement quand je remets les vis, que je les remette exactement au même endroit. Pour moi c'est important parce que en fait ça vous permet de toujours remonter les vis au même endroit. Là vous voyez, mon châssis il est un petit peu usé, je vois pas si on voit bien la vidéo. Mon châssis est un peu usé, c'est souvent le cas où c'est beaucoup plus usé que ça. Et en fait quand vous placez les vis sur la table, vous faites un repère en fait pour les remettre toujours au même endroit. Ça permet de toujours avoir en fait une possibilité. Salut Chris, merci. Donc a priori on est en live aussi sur la page Circus RC. C'est génial. Donc ça vous permet de toujours avoir les vis qui ne dépassent pas du châssis. C'est vrai que sur les sauts,
ou des fois même dans le virage, c'est toujours bien d'avoir un châssis parfaitement lisse, rien qui dépasse. Et c'est aussi quelque chose de très important, principalement en 1/10 électrique. Sur la moquette, vous avez une vis qui dépasse, vous arrachez toute la piste et l'organisateur va être super content. Donc ensuite le renfort. Faites-moi signe hein, si c'est un peu long. Prenez une bière. Prenez quelque chose à manger, à boire. C'est l'heure du goûter pour les enfants. Voilà, donc j'ai mon train arrière qui est sorti. Hop, les vis tombent. Voilà, on met tout de côté. Surtout aussi attention au cardan. Faites bien attention dans le sens dans lequel il était mis sur la voiture. C'est bien de le remettre toujours de la même façon. Ça permet de toujours que le cardan va s'user du même côté et pas faire de point dur par la suite. Donc pour l'instant je pose mon châssis de côté et je vais continuer avec la cellule. Donc on continue de sortir le différentiel complètement de la cellule. Donc j'ai choisi la cellule arrière principalement du Losi parce que c'est quelque chose qui peut faire un petit peu peur. On a pas mal de cales, de rondelles, de choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette cellule là particulièrement. Ça permet de vous expliquer aussi comment on va caler le diff à l'intérieur de la cellule. Donc voilà, j'ai ma cellule d'un côté, mon différentiel de l'autre. Aujourd'hui on va s'intéresser vraiment au différentiel. Donc la cellule je vais la mettre de côté. En général moi ce que je fais, c'est-à-dire que mes différentiels je les refais avant chaque course. Ça dépend des voitures mais sur le Losi regardez, là j'ai fait une course complète. Donc c'était la course que j'ai faite à New York. J'ai pas refait la voiture depuis, j'ai reroulé encore après. Donc le diff là il a entre 5 et 8 heures de roulage. Donc avec les diffs Losi ils restent parfaitement étanches. Donc vous n'êtes pas obligé de les refaire toutes les 5 minutes hein. Moi je les refais vraiment avant chaque course importante de manière à avoir toujours des performances optimum. Mais à partir du moment où il est toujours plein, vous n'êtes pas obligé de les refaire toutes les 3 minutes. Donc ensuite, j'ai pris une petite feuille de papier, ça permet que votre établi soit toujours propre et puis au moins c'est plus clair pour déposer les pièces. Ensuite, on dépose directement les cales et les rondelles sur la feuille de papier, comme ça, toujours dans le même sens. Alors, celle-là je ne vais pas, on enlèvera plus tard. Donc, les rondelles, pareil, alors je sais pas si on voit bien ici, mais voilà, j'essaye de faire de gauche à droite. Moi en général je mets mon coupe conique à gauche, après c'est au bon vouloir de chacun hein, mais vous faites un petit moyen pour pouvoir vous le rappeler à chaque fois, comme ça vous êtes sûr de bien remonter vos diffs dans le même sens. Ensuite on ouvre le diff, alors pas de sens de dévissage hein. On verra plus tard que pour remonter le différentiel on a un sens pour le remonter, mais pour le démonter il n'y a absolument pas de souci. On va peut-être faire aussi un petit tour sur vos commentaires. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent là. Salut tout le monde. Hop, donc voilà, j'ai ouvert le coupe conique, vous voyez. Bon là, le diff était un peu brassé, mais voilà, après 8 heures, il est loin d'être vide. Donc c'était pas dans mon cas nécessaire de le refaire par exemple. Mais ça permet toujours de s'assurer aussi que vous avez toutes les pièces à l'intérieur qui sont en parfait état et il n'y a pas de problème. Donc moi j'utilise une petite pince à bec coudé, Monsieur Bricolage Castorama. Moi c'est la Monsieur Bricolage Edition. Pour bien enlever tout à l'intérieur du différentiel, les croisillons. Hop. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Le petit taxe au fond. Et ensuite, on laisse un peu couler. Donc j'enlève la noix, l'insère, voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble chez moi. Hop. C'est un peu compliqué, voilà. Voilà. J'ai d'un côté mon coupe conique, les joints. C'est une petite présentation RC Mag. Hein. Salut à tous ceux
toutes les personnes de RC Mag. J'essaie de faire ça propre au maximum. Hop. Toujours compliqué à caler. Voilà. Donc, dans un premier temps, on peut laisser ça couler. Après, sinon, vous prenez un petit chiffon ou du nettoyant frein. Moi, personnellement, je laisse juste couler l'huile par son propre poids. Et ensuite, j'essuie avec une microfibre. Avec les diffs Losi, c'est vrai qu'il reste assez propre en permanence. Donc, on n'a pas forcément besoin d'utiliser du nettoyant frein ou tout autre produit assez agressif sur les pignons ou pour enlever l'huile silicone. Moi, j'utilise juste le propre poids de l'huile. Alors, ouais, je suis désolé, encore une fois, je vois pas vos commentaires. Je pense que c'est juste le problème de la page. Du coup, je suis obligé de les ouvrir avec autre chose. Hop. Bon. A priori, tout marche. Et donc les commentaires marchent et vous m'entendez bien. Donc ça, c'est top. Tu changes les joints à chaque fois, me demande Denis. Non. Non, non. À partir du moment où on voit que le diff reste assez sec à l'extérieur à la fin du roulage avant que vous le démontiez, ça veut quand même dire que l'étanchéité se fait correctement. Donc vous n'êtes pas obligé de changer les joints à chaque fois. Sachant que quand vous montez joint neuf, en général, votre diff est toujours un petit peu plus dur. Donc on peut dire que pendant 1 heure, une fois que vous avez changé les joints, votre voiture elle va peut-être être un petit peu plus compliquée à piloter. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas forcément parce que ça peut changer le comportement de la voiture au cours d'un run. Donc là pour l'instant on laisse couler. Une microfibre, sinon pour nettoyer l'huile, enlever l'huile des pignons. On a Ludo qui nous demande, donc au niveau calage, tu mets une cale de 0,25 et une de 0,10 et les deux. Alors c'est vrai que sur la notice du Losi, on nous dit en général de mettre 2 grosses cales d'un côté et une petite de l'autre, je crois. Là je vais vérifier, mais il me semble que c'est ce que je fais. Voilà. Moi j'ai une grosse et une petite, et là je vais sortir le roulement. Alors cas typique, hein, j'ai le roulement, il est coincé dans la bague. Je vais essayer de ne pas le faire trop violemment, mais avec la pince qui est assez conique, en fait vous poussez, et normalement ça doit venir tout seul. Voilà, hop. Donc là le roulement est sorti, j'ai bien mes 2 rondelles et le roulement. Donc moi j'ai 2 grosses rondelles, donc 2 fois 0,25 côté opposé au coupe conique et une grosse de 0,25 et une petite côté coupe conique. En fait ça me permet de le resserrer un peu, enlever un petit peu de jeu, sachant que si vous montez comme sur la notice il n'y a aucun problème. L'essentiel c'est que quand vous avez mis votre différentiel dans la cellule, il n'y ait pas de point dur. Le Losi sur la cellule arrière, grâce à ce système de cale, en fait on peut vraiment caler parfaitement le différentiel. Sur un buggy électrique ou sur un buggy nitro par exemple, c'est pas quelque chose auquel on va vraiment prêter attention. Le calage du différentiel, presque toujours pareil sur des différentiels de qualité, hein, j'entends, avec un coupe conique de qualité. Par contre c'est quelque chose qu'on va vraiment prêter attention sur un truggy par exemple. Il faut presque que le coupe conique n'ait pas de jeu dès le départ pour permettre d'assurer une bonne longévité. Sinon si on a trop de jeu dès le départ sur les freinages, les dents vont sauter. Sachant que le pignon d'attaque est très petit en diamètre, les dents vont sauter et du coup vous allez casser prématurément votre coupe conique. Donc on va continuer tout ça, voilà. Ouais, j'ai oublié de mentionner ce point-là. Sur l'Osi d'origine, il y a des rondelles, on verra peut-être plus au remontage, mais c'est vrai que sur l'Osi par exemple, vous avez la noix, le coupe conique, le petit joint, voilà, on le voit bien là, et une rondelle à ce moment-là. C'est quelque chose qu'on ne conseille pas de mettre dans aucune des voitures Losi d'ailleurs, aucun buggy nitro, aucun buggy électrique, échelle 1/8, j'entends. C'est la rondelle qui est derrière ce pignon là. Souvent par écrit j'ai des personnes qui me disent ouais mais moi la rondelle elle y est pas. On a souvent du mal à s'entendre. Et en fait donc il faut ne pas la mettre. Donc vous avez juste le pignon qui est directement en lien avec la noix sans la rondelle derrière. Jérôme, in English, bah ouais, in English, le problème c'est que ça prend énormément de temps de le faire in English, et je pense que le meilleur moyen ça reste de faire un sous-titrage.
Si tu veux nous faire la traduction plus tard, il n'y a aucun problème, c'est avec grand plaisir. Non, non, bien sûr, je vais essayer de faire en English pour satisfaire tout le monde. Si d'ailleurs vous connaissez un super logiciel magique qui enregistre ma voix en anglais et qui fait du sous-titrage, je prends. Parce que j'ai essayé de le faire la dernière fois et je vous cache pas que ça a été très compliqué sur la vidéo réglage moteur. Hop. Donc on essuie. Alors, faire les diffs, c'est premièrement changer l'huile, de manière à avoir une huile neuve et propre. Mais c'est aussi vous permettre de bien tout vérifier. Alors Denis, quel indice d'huile tu mets par rapport à quoi? Alors ça on verra plutôt, on verra plus tard dans le remontage, je vais l'expliquer. Là pour l'instant on est vraiment dans montage, démontage, et puis après les réglages on verra un peu plus tard si vous êtes là. Peu importe les marques, tu la mets jamais, Stéphane. Alors non, la rondelle derrière le pignon, c'est vraiment quelque chose qu'on conseille sur les Losi, donc sur les voitures TLR. Sur les autres marques, je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Je sais à l'époque, certains pilotes Asso ne les mettaient pas pour rendre les diffs plus fluides. Mais aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce qui se passe sur les autres marques. Donc là, c'est vraiment du conseil pur TLR. Après, sinon, pour nettoyer votre différentiel, je pense que c'est propre. C'est valable pour n'importe quelle marque. C'est vraiment la question des rondelles, elle est propre à Losi. Après, pour le reste, je peux pas dire effectivement ce qu'il faut. Moi, je vous conseille d'abord de suivre la notice pour n'importe quelle voiture. En général, tout a été bien réfléchi, bien pensé. Ça, c'est quelque chose qui sera modifié, je pense, sur les notices pour la suite. C'est quelque chose qui, ça vous empêche pas de monter la voiture et de rouler, hein. C'est juste que vous allez avoir la voiture qui sera un peu plus difficile à piloter parce que ça rend les diffs plus durs, tout simplement. Jamais tu la mets cette rondelle. Non, 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 jamais, jamais, jamais. Dans aucun des trois différentiels, hein, ni l'avant, ni le central, ni l'arrière. Cette rondelle là, je la mets pas. Dans tous les cas, ça fait pas naître de fuite particulière ou de problème par la suite. Donc, aucun intérêt pour moi de la mettre. La rondelle elle gêne en quoi, Jérôme? Eh ben, c'est exactement ça en fait, c'est que la rondelle va presser sur les pignons et donc va rendre votre différentiel plus dur. C'est pas ce qu'on recherche en général. Avec ces rondelles là, on a des fois l'impression qu'en faisant tourner les noix, on a quelques petits points durs. Alors du coup, c'est pour ça qu'on la met pas. Ça permet d'avoir un diff plus libre. Alors, ouais, non, bah peut-être que effectivement, voilà, Serge nous dit ça peut bloquer le joint sur un serpent, donc il faut la mettre sinon vous avez des fuites. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que je vous dis sur le Losi parce que sur les autres voitures, je ne sais pas comment ça fonctionne. Sur le Losi, on peut se permettre de ne pas la mettre, on n'a pas de fuite. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai ouvert mon différentiel, il était complètement sec, donc cette rondelle là n'a pas grand intérêt. Donc toujours sur le même chiffon, moi j'ai bien séparé, hein, j'ai une noix à droite, une noix à gauche. Faites bien attention toujours de remonter. Ça, donc voilà, de bien remonter toujours. Moi je fais toujours attention, donc le coupe conique, la noix qui va dans le coupe conique, etc. Ça vous permet de toujours avoir les pièces qui s'usent en parallèle et pas faire naître des fois des fuites à cause de ça. Alors petit point sur les roulements. Les roulements, moi c'est quelque chose que j'y prête vraiment attention. Sachant qu'une voiture sur laquelle vous allez travailler sur la roue libre, vous pouvez gagner encore une trentaine de secondes. Donc moi c'est quelque chose auquel je fais attention. J'utilise les roulements céramiques à vide. Donc ils sont flasqués, donc ils s'appellent les céramiques Révolution. Ils sont flasqués métallique d'un côté, caoutchouc de l'autre. Ça permet de faire la maintenance tout en gardant une bonne roue libre. Il y a des voitures qui ont des roulements 100% métalliques, mais vous ne pouvez pas forcément faire de la maintenance dessus. Il y a des voitures qui ont 100% caoutchouc. Moi j'utilise ces roulements là, ça me permet de pouvoir faire l'entretien. Donc j'utilise une petite aiguille, voilà, je sais pas si on voit, pour les couturières, pour enlever la flasque. Alors c'est pas très compliqué, je vais essayer de vous montrer correctement sur la vidéo. En fait on vient chercher l'intérieur de la flasque et on la soulève délicatement, voilà, hop. Ça c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire. Si votre roulement il est libre et que vous ne posez pas particulièrement de questions sur la roue libre ou faire en sorte que votre voiture elle soit au top du top du top, si vous voulez juste vous amuser, tant que votre roulement vous sentez pas qu'il craque ou qu'il est difficile à tourner ou complètement grippé, hein, ça peut arriver, ou si vous n'avez pas de jeu dans ce sens là en fait, si vous, alors, je sais pas si on voit bien,
si vous n'avez pas de jeu en transversal, pas trop de jeu, là, regardez, très peu de jeu. Donc là, tant que votre roulement il n'a pas de jeu, vous n'avez pas forcément de maintenance à faire. Ensuite, donc mon roulement est déflasqué, nettoyant frein, basique, hein, rien d'exceptionnel. Hop, alors je sais qu'il y a certaines personnes qui le font aussi avec un... Voilà, je souffle, j'en ai plein les moustaches. C'est l'habitude de la RC, on fait ça comme ça. Voilà, mon roulement est parfaitement libre. Voilà, il est propre. Et donc maintenant, je peux juste remettre de l'huile. Donc moi, je mets de l'huile, nettoyant frein. Il y en a aussi qui utilisent des bacs à ultrasons avec de l'eau. Ça marche aussi. Tout fonctionne à merveille. De l'huile, moi je fais appel à une huile céramique. On trouve ça dans les magasins de vélo en général. C'est une huile pour les chaînes. Donc Finish Line céramique. Et c'est pas forcément propre au roulement céramique, vous pouvez mettre ça dans n'importe quel roulement. Ça marche aussi très bien avec les roulements d'origine Losi par exemple. Alors on voit pas bien là. Donc j'ai juste mis un filet d'huile, hein, vous voyez, hop, pour couvrir l'intérieur du roulement. Ensuite, on nettoie la flasque, hop, et on vient reflasquer le roulement. Hop. Faites attention à ce que ce soit bien clipsé. Il y a un excès d'huile qui sort, donc tout va bien. Voilà. Donc mon roulement il est prêt, il est libre. Je fais les deux comme ça. En général aussi, quand je démonte vraiment la cellule arrière pour refaire le différentiel, je fais aussi ceux du pignon d'attaque. Ça c'est la grosse maintenance que je fais avant chaque course. Encore une fois, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire tout ça, mais en faisant ces petites choses-là, c'est quelque chose que vous pourrez vraiment beaucoup allonger la durée de vie de vos roulements. Alors les roulements à vide, je pense, sont de très bonne qualité, mais je l'ai aussi fait avec des roulements d'origine Losi, et ça permet de rouler, je pense, quasiment la durée de vie du kit. J'ai quelquefois des clients qui me disent ouais, mais les roulements, j'ai des petits soucis avec, et c'est vrai que c'est une petite maintenance, mais si vous faites ça toutes les allez, je dirais toutes les 20 heures, 30 heures de roulage, sans prendre de grands risques, si vous faites ça toutes les 20-30 heures, ça vous permettra quand même de vraiment les faire durer plus longtemps. Tu préfères la Finish Line à la Mokoff C3? Je pense que en fait c'est juste l'emballage qui change. Moi j'ai toujours utilisé la Finish Line, mais je pense que c'est exactement la même chose. J'ai déjà des potes qui avaient utilisé la Mokoff. Moi je vois pas de différence. Alors chez Finish Line, il y en a une autre qui est plus fluide. Celle-là je vous la conseille pas parce que ouais, vous allez gagner en roue libre. Mais le problème c'est que vos roulements, c'est pas toutes les 30 heures qu'il va falloir les refaire, mais c'est toutes les 2 heures. Surtout moi je vous conseille pas d'enlever de flasque. Je sais qu'il y a d'autres pilotes qui le font. Si vous enlevez une flasque et vous roulez comme ça, vos roulements, c'est juste pas pensable. Ils vont prendre la poussière et ils vont s'user prématurément. Moi là c'est une préparation que je fais, par exemple que je fais pour un championnat de France, un championnat d'Europe ou même un championnat du monde. Une fois que je refais ma voiture comme ça, je la touche pas pendant la course. Si j'ai pas un réglage à changer par exemple, mon différentiel il va rouler toute la course comme ça. Un championnat de France, voilà, là c'est typiquement la préparation que je vais faire. Je n'y touche pas. Donc sur un championnat de France par exemple, on va rouler à peu près 2 heures. 2 heures, je ne fais rien. Si vous roulez sans les flasques ou vous prenez des risques, vous allez peut-être gagner un tout petit peu de performance, un tout petit peu d'autonomie, mais vous êtes obligé de refaire ça à chaque fois. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je conseille. Est-ce réellement nécessaire d'enlever la flasque du roulement? Oui, je pense sincèrement qu'il faut l'enlever, parce que si tu viens avec la bouteille de nettoyant asperger le roulement, déjà tu vas asperger sur la flasque, et pas forcément à l'intérieur même du roulement, où là il y a la poussière, il y a les résidus de graisse collés, etc. Et ça empêche surtout de sortir tout ça. Alors ça fluidifie avec le nettoyant frein, mais je pense pas que ce soit vraiment très propre à l'intérieur, juste en aspergeant le nettoyant frein. C'est pour ça que je conseille d'enlever de la flasque. C'est vraiment pas quelque chose de difficile à faire. À partir du moment où vous avez une petite aiguille, il n'y a même pas besoin d'un scalpel ou d'un outil en particulier. Vous allez voir votre femme ou votre mère vous piquer une aiguille, et puis voilà. Après c'est pas du matériel très onéreux. Après faut pas se faire prendre, c'est tout.
Donc voilà, on va continuer le remontage. Donc comme je disais tout à l'heure, de vérifier les différentiels, ça permet surtout de vérifier l'état des pièces en général. Donc vous allez vous assurer déjà que vos noix, elles sont pas toutes usées. Alors là, celle-ci, elle est assez récente. Vous voyez, il y a juste une marque, il y a juste quelques marques d'usure. Mais en fait, faut aussi vous assurer qu'elle est surtout pas beaucoup de jeu dans le corps du différentiel. Donc là, voilà, on en a un petit peu. C'est le jeu fonctionnel. Si votre noix, j'étais avec Corentin la semaine dernière à la piste, si votre noix, elle bouge de 2 mm de haut en bas quand vous faites ça, bon ben ça va rouler, il n'y a pas de souci, mais votre diff il va avoir tendance à fuir parce que l'huile va s'écouler entre la noix et le corps du diff. Qu'utilises-tu pour déflasquer les roulements? Voilà, je pense que Johan vient de nous rejoindre, donc il n'a pas bien écouté. Donc avec une petite aiguille tout simplement, ou un scalpel, la pointe du scalpel. Attention aussi à l'intérieur, moi là je vois que mon joint par exemple il est parti. J'essaie de faire attention à ce que le joint je le remette toujours dans le même sens aussi parce qu'il a tendance à s'user d'un côté et pas de l'autre. Donc soit vous le tournez et ça va faire 2 fois la vie mais il va être 2 fois plus usé, soit vous le remettez dans le même sens et au moins votre diff il sera exactement pareil que la dernière fois que vous l'avez utilisé. Donc il faut faire attention aussi, je sais que sur l'Aussie par exemple on a des corps de diff renforcés. Sur n'importe quelle voiture, je pense, il faut vraiment faire attention à ça. En général, en fait, ici, vous voyez, hop, on va y arriver. Je suis inversé, je suis désolé. Là, je vais essayer de faire en sorte que ce soit brillant. Voilà. Manus, tu me regardes, je pense que j'ai le syndrome du gaucher. Hop. Je vais même le faire en trichant complètement, regardez. Hop. Ici en fait vous avez la trace du en fait de l'axe qui vient dans son logement. Ouais. Voilà. Et en fait ici est-ce qu'on arrive à bien voir? Voilà. En fait vous avez l'axe qui vient dans son logement ici. Faites attention à ce que surtout ce soit lisse, ou quand vous allez avec votre doigt il n'y ait pas un rebord de matière. Alors c'est souvent quelque chose qu'on peut voir en fait quand vous êtes là. Voilà, on a ici voilà, là c'est parfaitement lisse. Faites attention à ça. Des fois on a un petit peu d'usure. Alors j'aurais voulu avoir un vieux corps de diff pour pouvoir vous montrer. On a un petit peu d'usure ici au niveau de l'axe. C'est quelque chose qu'il faut faire attention. Encore une fois, la semaine dernière on était avec Corentin sur sa voiture d'entraînement. C'est une voiture qui avait plusieurs centaines de litres peut-être. En fait ici vous avez une petite usure qui va se prononcer et en fait quand vous allez accélérer les croisillons du différentiel vont se mettre en travers, alors légèrement hein, c'est juste sur le jeu de l'usure, mais c'est quelque chose qui va faire en sorte que vos pignons vont se mettre en travers quand vous allez accélérer. Ça peut créer des soucis, créer des points durs dans la pignonnerie et du coup des fois votre voiture elle va à la remise des gaz elle va être très difficile à piloter. Alors sur le différentiel avant, c'est pas quelque chose qui va avoir beaucoup d'influence parce que le différentiel avant travaille naturellement moins que le central ou l'arrière. Mais par exemple, le diff arrière, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vérifier à chaque démontage pour être sûr que vous n'avez pas de soucis et surtout que ça va pas faire naître des problèmes et rendre la voiture compliquée à piloter. Donc ça, il faut faire attention. Une fois que vous avez bien vérifié ça, vérifiez que vos noix sont bonnes. Voilà, moi j'ai essuyé avec un chiffon hein, mes pignons là, regardez. Pas besoin de passer 4 kg de nettoyant frein par diff. Hi Jeff, maybe next time I will do it in English just for the guys, or maybe I will just do a point now and I will explain the guys later. We're doing now live, just explaining how the diff works and how to maintain the diff. We just want to make sure that when you get your diff out, it's just something that you want to check. So just make sure that when you check everything is going to be in place. We're going to have a few tips, but I'm probably going to comment at the end and just list all the tips I did through the video. Like that, I think it's going to be easier for everyone. Donc on retourne en français. Voilà, j'expliquais que je pense que je vais mettre une liste de tous les conseils en français et en anglais qu'il y avait dans cette vidéo à la fin. Je pense que ce sera peut-être aussi le plus simple, comme ça pour résumer. Je ne sais pas si vous avez des idées aussi de permettre que ce soit aussi facile pour vous. Donc voilà, comme je disais, donc mes pignons là ils sont très propres, pas besoin de 15 kg de nettoyant frein. Bien s'assurer voilà, que les pignons tournent sur l'axe, que c'est propre, qu'il n'y ait pas de dents cassées.
et que on puisse remonter sans qu'il y ait de soucis particuliers. Donc ensuite, on passe au remontage maintenant. Donc on a fait les 2 roulements, tout est propre, on est en temps réel. Donc voilà, mon diff, il est exactement comme je l'aurais fait d'habitude, voire même un peu plus propre parce que d'habitude je remonte plus rapidement. Ensuite, 2 solutions. Alors d'origine, vous avez la graisse TLR, c'est celle-là que j'applique sur les noix. Et sinon, pour les diffs qui sont un peu plus vieux, j'ai un petit conseil pour vous. Des diffs qui ont tendance à fuir. C'est des problèmes que j'avais sur d'autres voitures avant le TLR par exemple. C'est une graisse Ultimate Racing, c'est une graisse au téflon, alors elle est disponible chez plusieurs marques aussi. C'est une graisse au téflon, donc vous pouvez mettre ça sur vos noix si par exemple votre diff a tendance à fuir. C'est une graisse qui est très visqueuse et elle se dénature pas beaucoup avec la température, donc vous pouvez mettre ça sur vos noix. Donc au passage de la noix et au passage de juste à cet endroit là. Donc hop, moi je mets une petite noisette, voilà, on fait tourner la noix dans le pot, hop, là j'en ai mis beaucoup mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc vous mettez la graisse noire TLR exactement de la même façon. Là vraiment ça permet de rendre le diff vraiment complètement étanche. Ça fait aussi le office de graissage, il n'y a pas de souci. Donc toujours penser à mettre un petit peu de graisse ici. Ça va permettre de bien lubrifier donc la noix dans le coupe conique. Donc moi je mets juste la noix dans un premier temps. Là on voit que j'ai eu un excès de graisse qui est sorti. Alors après j'enlève l'excès pour que ce soit juste propre. Quand je remets le roulement, si on s'embête à faire les roulements avec de l'huile et qu'on laisse de la graisse là, ben, la graisse va aller dans le roulement et vous perdez toute la liberté de mouvement. Donc on remonte la noix tout simplement, on fait attention aux joints. Hop. Jimmy il est en forme. Donc le pignon, alors petit conseil, c'est souvent le joint il veut pas rentrer dans la gorge. Bah, comment on fait? On prend le pignon planétaire, hop, vous venez juste l'appliquer dans l'autre sens, hein, et en fait vous pressez, vous faites tourner la noix et hop, magique. Vous avez peut-être regardé Eric Antoine hier soir à la télé, c'est pareil, c'est magique. Donc ensuite on a juste enlevé le pignon pour bien mettre l'axe, la petite pince, hop, on met dans le logement, on s'assure que l'axe il est à peu près au milieu. Donc ce côté là c'est prêt, on n'y touche pas, on remet pas le pignon tout de suite, on verra plus tard. Donc on continue la deuxième noix, je vais en mettre un peu moins cette fois. Les roulements durent plus longtemps avec l'huile plutôt que de la graisse. Très sincèrement, moi j'utilise cette graisse, enfin cette huile là depuis je pense une dizaine d'années. Et les roulements, quand je vais en entraînement, je les refais jamais. Donc ma voiture d'entraînement elle est crasseuse. Je pense sincèrement que la graisse a tendance à faire coller la poussière. Et du coup après ça fait pas tarauder. Donc vous avez une espèce de dentifrice à l'intérieur du roulement qui va user vos roulements. Alors qu'avec de l'huile, la graisse, la poussière a moins tendance à se coller et du coup le roulement va durer plus longtemps. Moi c'est vraiment ce que j'ai pu remarquer, sachant qu'en plus si vous mettez de la graisse dans les roulements, le roulement il va être bien lubrifié, il n'y a pas de souci, mais vous allez perdre surtout en roue libre. Alors si c'est quelque chose auquel vous faites pas forcément attention, c'est pas grave, mais si vous perdez en roue libre, vous perdez en autonomie. Voilà, tout simplement. Il y a des voitures, moi je vois par exemple, alors sans forcément citer d'autres marques, mais on a des voitures qui à moteur égal peuvent avoir une minute d'autonomie moins bonne. Le TLR est particulièrement efficace dans ce domaine là. Moi je vois que j'ai déjà prêté mon moteur identique sur une autre voiture, on perd entre 1 minute et 1 minute 30 d'autonomie sur une voiture qui est d'origine. Pas forcément un TLR, hein, d'autres, par exemple un Mugen ou un Kyosho. Une voiture d'origine, vous prenez le même moteur que sur un TLR, vous perdez 1 minute d'autonomie, ça c'est quelque chose il faut le savoir. Et après sur une voiture en elle-même sur laquelle vous allez passer un peu de temps et c'est une voiture qui est pas du tout préparée, vous pouvez encore gagner. Moi je pense que voilà, de faire les roulements, de faire les choses proprement, vous gagnez encore une trentaine de secondes. Moi j'ai un RB1, j'arrive pas à démonter la noix de la roue. Et ben il faut je pense des bons outils.
sans citer les bons outils, mais en général un bon embout de 2 mm je pense pour les différentiels, c'est à peu près valable pour toutes les voitures. Et ben tu pourras sûrement dévisser ton différentiel, et si ça se dévisse pas, c'est peut-être un petit peu rouillé, donc peut-être du WD-40 ou quelque chose comme ça. La marque et le modèle de l'huile, bah Cyril, il va falloir re-regarder la vidéo. Finish line céramique, voilà, c'est ça que je mets dans les roulements. Donc ensuite, la même chose, le joint il est parti à l'intérieur de mon diff, donc la même chose, je mets le pignon à l'envers, hop, je le renlève et le joint il est bien dans le logement. Ensuite, le petit axe. Alors, en général, dans les diffs, vous avez un côté où il y a un fraisage un peu plus profond pour mettre l'axe. Voilà. Donc ensuite, mon axe est voilà, dans le logement. Là, il n'est pas tout à fait au milieu, donc je vais l'ajuster. Et ensuite, on vient mettre le pignon dans le bon sens. On pousse avec le doigt pour être bien sûr, en faisant tourner la noix, que le pignon est bien au fond dans son logement avec l'axe. Alors là, évidemment, comme je ne l'ai pas tenu droit, il ne va pas vouloir y aller. Si votre pignon, vous ne sentez pas un petit clic et qui va jusqu'au bout, c'est que l'axe n'était pas au milieu. Moi, il était complètement, vous voyez, quand je l'ai rouvert, il était complètement décentré comme ça. On le remet bien au milieu. Et ensuite, le mieux, c'est de tenir votre diff à plat, pas comme moi j'ai fait ça, bah forcément le pignon est tombé. Donc vous tenez votre diff droit, on remet le pignon, et puis là, donc hop, on le jette. Moi, ce que je fais, c'est que je mets le pouce comme ça, pour bien presser le pignon d'une main, vous voyez, en pinçant. Et avec l'autre main, je viens tourner la noix jusqu'à chercher la gorge. Vous voyez, là, d'un coup, paf, le pignon est tombé dedans. C'est libre, et en général, vous voyez, là, c'est à ras. Donc, on a la noix qui est à ras du pignon. En général, sur toutes les voitures, c'est une bonne indication que le pignon est bien en place. En général, dans tous les cas, si vous avez fermé votre différentiel, que ça tourne pas correctement, ça vient souvent de ce point-là, parce que c'est quelque chose qui va poser problème à la fin. Votre pignon est décalé, ça va pas aller. No understand, Kenny. Yeah, like I said before, we're gonna go back to the settings and the tips at the end. I think I might gonna get some subtitles for the video. If you want to do that for me, it would be awesome. But I will do that later. I think I will comment and just post at the end all the tips I did, all the tips I suggest, just to make sure that everyone is on point. I just don't know what's the best is to do French first, English second, but then the videos are gonna last forever, so maybe French is the best and English, but the next one I'm gonna do it in English, so make sure next week you're on point and you're ready to go, because we're gonna pick a subject and I will do that in English, and then I will subtitle in French. It's obvious that everyone has to believe and understand everything. My video is really to help everyone having fun, RC, whatever the car you're using. Of course, if you're using TLR, it's even better, but we're all sharing the same passion, so just I just want to make sure everyone is on point and everyone is ready to go. Sympa la vidéo, les éléments du diff en étant d'atelier liquide sur White Spirit. Bah alors Johan, pour le White Spirit tu peux, comme je disais tout à l'heure, moi je laisse vraiment reposer les pignons et c'est très propre. Après, encore une fois, par exemple les Kyosho Boys, les diffs sont très très noirs et plein de petites paillettes d'acier en général à l'intérieur. Sur ce genre de voiture qui utilise sûrement des matières différentes, effectivement il serait peut-être préférable d'utiliser quelque chose pour nettoyer les pignons, soit du nettoyant frein, soit laisser tremper vos diffs dans quelque chose. En général c'est un alliage soit de Zamac, soit d'acier, donc vous pouvez laisser tremper dans du White Spirit, il n'y a pas de souci, à la condition que ça vous ronge pas les doigts et que vous faites attention. Tu fais comment pour le joint torique pour le mettre comme il faut? Alors Sébastien, j'ai pas envie d'être agressif et je suis juste respectueux de tous ceux qui regardent la vidéo depuis le début, mais je t'inviterai à la regarder une nouvelle fois à la fin pour regarder comment on met le pignon à l'intérieur. Non, je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait il faut juste retourner le pignon et le mettre dans le sens inverse juste pour remettre le joint. Donc dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, la vidéo sera postée à la fin, ça vous permettra de rembobiner, remettre ma tête en gros plan si vous voulez la voir mieux.
Non, et ça vous permettra de vraiment voir point par point. Si vous pouvez le faire aussi en même temps, si jamais vous voulez refaire votre différentiel et puis du coup vous voulez suivre la vidéo step by step, elle sera en ligne plus tard, donc il n'y a pas de souci. Toutes ces choses-là, Sébastien, pardon, toutes ces choses-là, elles seront en ligne et tu pourras voir que le pignon on le remet à l'envers, etc., etc. Toutes ces petites choses qui permettent de gagner pas mal de temps et de moins s'embêter. Alors pourquoi pas le spacer entre l'axe et le pignon, exactement pareil, Jimmy, je l'ai expliqué plus tôt, donc no Susai, tu pourras le voir plus tard, et sans CF ou nettoyant enfin, voilà. Tout le monde participe, c'est cool, ça permet à tout le monde d'avancer. Alors, petit conseil encore une fois, moi j'utilise l'huile TLR ou la RC Concept, mais attention, toujours utiliser la même marque d'huile. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'huile sur le marché. Avec mes amis Rémi et Greg Barbillon, on a fait des tests en labo. On peut tout vous dire sur tout ce qu'il y a sur le marché. Aujourd'hui, les deux huiles les plus performantes et les plus constantes dans le temps sont la TLR et la RC Concept. Alors, la RC Concept est fabriquée en Europe. La TLR est faite aux USA. Donc voilà, mais en labo, c'est vraiment ce qui en ressort. C'est les deux huiles qui se rapprochent et qui sont les plus performantes au niveau de la constance en température. Donc de 20 à 100 degrés, c'est les huiles qui apportent le plus de constance, soit l'une soit l'autre, mais toujours avoir une seule marque. Donc moi par exemple, j'utilise la TLR pour les amortisseurs et en général la RC Concept dans les diffs. Ça c'était les huiles du kit par exemple, mais en fait toujours utiliser une seule marque d'huile c'est super important, soit dans les amortisseurs, soit dans les diffs. Alors dans les amortisseurs par exemple, nous on met les feuilles avec l'huile Lozi, donc c'est en WT, on peut pas avoir une vraie règle d'équivalence, c'est deux choses complètement différentes. Par contre, faites bien attention, voilà, toujours la même marque d'huile parce que si vous avez une TLR d'un côté et une Kyosho de l'autre, par exemple, ben les grades sont complètement différents. Même avec une règle de calcul, vous n'arriverez jamais à la même chose. Et même si c'est des choses en CST aussi, je vois par exemple une huile Labema ou une huile sismique. Et ben, alors c'est peut-être pas vrai parce que je sais pas du tout où elles sont fabriquées, mais c'est peut-être fait au même endroit. Mais si vous avez une TLR et une RC Concept par exemple, en disant en huile de diff, j'ai une 5000 TLR et une 5000 RC Concept, elles peuvent être un petit peu différentes. Et quand vous allez vouloir passer à 7000 et que votre 5000 actuelle est une TLR et votre 7000 que vous voulez mettre c'est une RC Concept, bah, vous allez faire une erreur parce que vous allez peut-être pouvoir ramollir votre diff au lieu de vouloir le durcir. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut faire attention. Constance en termes de viscosité, ouais, tout à fait. On a fait des tests en labo de 20 à 100 degrés en termes de viscosité. Donc il y a des huiles qui s'écrasent. Hein, malheureusement, les huiles pas chères, on a pu voir que de 20 à 30 c'est bien. Et puis à partir de 40, 50 et 100, je vous en parle même pas. En fait, elle chute complètement. Donc vous pensez avoir de la 5000, vous avez de la 5000 en début de course. Et puis en fait, vous avez de la 1000 à la fin de la course. Donc c'est des choses à faire attention. Après, tout le monde va me dire oui, mais à mon niveau, je vois pas la différence. C'est quelque chose que j'entends, mais 30 fois par semaine. Et à tout niveau, si votre voiture elle est super compliquée à piloter, vous allez le ressentir. Il n'y a pas de je ressens la différence ou je ressens pas la différence. Ne fasse que des petites fioles pour les diffs. Ouais, on fait quand même 30 ml, c'est pas beaucoup, mais on fait quand même on fait pas mal de différentiels avec. Et puis sinon, ben oui, tu peux utiliser la RC Concept, les fioles sont plus grosses et la qualité est tout aussi bonne. Donc, réglage de base dans le diff arrière, 3000, c'est ce que je mets toujours. Alors, en général, voilà, je fais juste couler l'huile en faisant des petits cercles, tout simplement, jusqu'à environ la moitié. Je sais pas si on voit bien, voilà, à peu près la moitié du différentiel, la moitié du corps. Donc j'ai juste mis le premier satellite et l'huile. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. On verra plus tard pour les réglages. Là, dans un premier temps, c'est juste le diff arrière et juste la 3000. Et on verra plus tard. Je vais vous expliquer un peu comment le régler. On va faire d'abord le montage et l'entretien. Et puis on verra un peu l'influence ensuite de qu'est-ce que va faire ma voiture si je monte le diff arrière, si je monte le diff avant, si je monte le central. Donc pour l'instant on est juste dans le montage, on va pas se mélanger. Donc le premier axe avec les pignons. Alors
A priori, il y a un sens pour mettre dans le corps. Ça dépend des voitures, mais je pense que moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait attention. Le corps Losi, par exemple, vous avez une saignée qui est plus profonde et puis une saignée qui est un petit peu moins profonde, comme on le voit là. Voilà. Bon, sur la notice, vous pouvez mettre dans la plus profonde d'abord, c'est ce qui est indiqué. Alors après, tout dépend un peu des voitures, hein. Il y a des fois, c'est pas forcément fait comme ça. Donc vous mettez le premier axe, le deuxième axe, voilà. En général, voilà, l'huile elle commence à remonter un petit peu. Voilà, 3000 c'est assez fluide, ça descend tout de suite. Hop, alors c'est super, j'en ai plein les doigts pour voir vos commentaires. Chris, what's up, Chris? You're getting better. Like I said, Chris, if you want some tips, I will post everything at the end. I think I will comment and just write down all the tips. I saw also my friends from Indonesia. Hi, Jason. So Jason, I think you know how to build a diff, but I just want to make sure you're on point, and I will just at the end of the video I will post it, of course. Everything will be online on the website, and I will just post comments as the tips I give through the video. So mon diff est prêt, il y a l'huile, on met le dernier pignon. Donc, moi j'appuie avec mon index en faisant tourner la noix. On s'assure que tout tourne correctement. Il y a de l'huile qui va sortir. Hop. Et là, en fait, tout naturellement, donc voilà, hein, on peut voir que le mouvement est bon. J'enlève juste l'excès d'huile avec mon doigt. Vous pouvez prendre un chiffon, vous pouvez mettre des gants, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je suis une précieuse, j'aime pas avoir de l'huile plein les doigts, c'est sûr. Mais en attendant, ça reste le meilleur moyen de le faire. Donc une première fois, j'ai enlevé l'huile, une deuxième fois. Comme ça, vous êtes sûr que votre diff, il est complètement plein. Et puis, vous avez toute l'huile. Hey, Jason! De laisser retomber les bulles d'air dans un diff. Alors Bastien, non, très sincèrement, je pense que le diff, il est assez brassé quand tu vas accélérer des grands coups de gaz. Donc les bulles d'air ou pas, je pense pas que ça va changer grand chose. Jean-Laurent, ouais, la piste, ouais, mais la piste c'est aussi difficile d'une autre façon. Et puis comme le vélo. Donc voilà, on essuie un peu l'excédent qui est à l'extérieur du diff dans un premier temps. Donc voilà, mon diff il est prêt, il est plein. Ensuite, ne pas oublier le joint papier. Alors ça c'est quelque chose que tout à l'heure on m'a demandé, est-ce que tu changes les joints à toutes les courses? Les joints sur les noix, les joints à l'intérieur du diff, je les change pas forcément. Par contre, ce joint papier là, en fait, on voit, alors est-ce qu'on le voit là? Voilà, là on voit qu'il est un petit peu marqué par le corps du différentiel. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que je fais attention. J'essaye de le remettre toujours dans le même sens. Et évidemment, ce joint papier là, il fait joint en s'écrasant. Donc si vous l'utilisez pendant 5 ans, au bout d'un moment, ce joint là, il fait plus trop effet. Donc je dirais peut-être tous les 3-4 démontages, il faut le changer. Ça fera joint, c'est évident, mais ça fera encore mieux joint quand vous l'aurez changé, parce que quand vous allez le serrer pour la première fois, c'est là où il va s'écraser, c'est là où il va faire un joint parfait. Quand vous allez le réutiliser, il se remet pas exactement dans la même position, et puis il est déjà un petit peu écrasé, donc il perd un petit peu de son efficacité. Donc là on a vu qu'il était marqué dans ce sens-là, hein, vous voyez, il est un peu en 3D, donc on voit qu'il est marqué côté diff, donc on le met bien côté diff. L'autre côté il est plat. Et ouais, Alexandre, c'est quelque chose qui est important quand on fait de la petite voiture, il faut un grand garage. Donc j'ai mis mon joint, tout est prêt. Ensuite je viens avec le reste qu'on avait préparé tout à l'heure. En fait, moi je fais attention pour, alors, je sais pas si on va voir avec le joint donc pour qu'il soit en face des trous. Et puis surtout avec le pignon, je fais tourner pour que l'axe, voilà, sans faire tomber l'huile, mais en fait pour que l'axe du pignon soit en face des trous. Ça permet d'être bien dans l'axe quand vous arrivez avec cette pièce là et que l'axe il est pas du tout au même niveau. Pareil, en fait, je mets l'axe, mais hop, je vais essayer de faire propre, voilà. L'axe bien dans l'axe des vis, comme ça, quand vous arrivez avec cette pièce-là directement sur l'autre, vous êtes sûr que en général, vous n'allez pas devoir tourner un quart de tour. Donc en général, regarde, pof, tout vient parfaitement en place. Et puis, vous avez juste à tourner pour arriver en face des joints, mais
là en face des trous des vis, mais là on a très peu à faire quand vous avez fait cette technique là. En général moi je prends une petite clé VTR, je viens dans le trou et je fais un aller-retour comme ça. Ça vous permet en fait que tout soit bien aligné, et là vous êtes sûr que votre différentiel, vous pouvez déjà mettre les vis. Donc on récupère les vis, toujours avec un super outil écrou, bon. Il est là mon outil. Non mais c'est une blague. Il est là. Donc la vis, on met la première. Donc je dis tout à l'heure, on ne dévissait pas en croix, c'était pas important. Par contre là, en croix. Alors je ne l'ai pas spécifié, hein, mais évidemment, avant de remonter, assurez-vous bien qu'il n'y ait pas de dents cassées, il n'y ait pas de dents trop pointues, sinon effectivement il faut changer. Chris, you go and you come back as you wish. It's like your sofa here, you just do whatever you want. Donc là, on vient juste mettre en place la première vis. Vous voyez, elle n'est pas serrée à fond. Je l'ai juste mis en prise. Donc là, mon coupe-conique, vous voyez, il bouge encore sur le différentiel. J'ai juste mis la première. Hop. Ensuite, on vient mettre la deuxième vis en face, diagonalement opposée à la première. Donc ça, c'est un petit peu des bases en mécanique. C'est pas propre à l'ARC en général. Quand on serre, on serre la deuxième vis. Vous voyez comme quoi, Vincent, on en apprend des choses, hein. C'est intéressant, c'est des petites choses, des diffs, je vais en faire 10 par semaine, donc pensez bien que si j'avais pu gagner un peu de temps, je le fais. Donc là, la deuxième, pareil, on arrive juste au fond de la gorge dans le fraisage de la vis. Comme ça, là, notre pignon d'attaque, il commence à être vraiment centré. Et puis on continue avec les autres. Alors après, peu importe, la droite, la gauche, comme ça vous chante. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous assurer que, en fait, donc là, au bout de la troisième, vous pouvez commencer à la serrer un petit peu. Comme ça, vous êtes sûr que tout est bien en place. Et c'est à ce moment-là, quand vous aurez commencé à serrer une vis, que on va pouvoir bien être sûr que tout est en place. Donc là, vous voyez, hop, là, je serrai la première. Donc là, j'ai mes 4 vis et je commence à serrer la première. On s'assure que tout fonctionne parfaitement. Donc là, le diff, il est libre, pas de problème. Même si je tiens le corps de diff, je tourne une noix. Je tiens le corps de diff, je tourne l'autre noix. Voilà, tout fonctionne. Salut Jojo. Alors les 4-2, ils trichent parce qu'ils en manquent un. Et non, on a trop. Donc là, on peut serrer les autres vis. Alors, pour moi, enfin, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas beaucoup de mémoire. Ce que je vous conseille, c'est vous compter dans votre tête le nombre de vis que vous avez fait, parce que sinon, il y en a une qui va passer la trappe. Donc la première, on vient la serrer, hop, comme ça, voilà. Ça en fait une. La deuxième, diamétralement opposée, de la même façon. Hop. Voilà. Et de 2. Et ensuite, les deux autres. 3 et 4. Alors, ça sert à rien de serrer comme si vous étiez camionneur, hein. Salut à tous les routiers qui nous regardent, mais voilà, moi j'ai pas une vis en travers, j'ai pas un autre tournevis en travers, hein, juste à la force de la main, tout va bien. Donc là, mon diff il est prêt et il est prêt à retourner dans la cellule. Donc ensuite, bon, moi j'ai un petit peu d'huile qui a craché par les vis, c'est normal en général quand votre diff il est bien plein. Voilà, on essuie tout, on s'assure bien que tout est ok. Donc voilà, moi si jamais, hop, j'ai un petit pinceau spécial. Peu importe, mais quand je dis spécial, c'est juste que je m'en sers pour ça, parce que c'est toujours un peu gras, un peu sale. Je nettoie juste les dents du coupe conique comme ça. Comme ça, je me assure bien qu'il n'y ait pas de paillettes, pas d'excédent d'huile sur les dents, ou des choses comme ça. Et ensuite, vous voyez, donc là, on avait toujours le chiffon qui était bien prêt avec les deux rondelles. Voilà, tout est exactement mon diff était posé comme ça, donc bien posé sur la table pour être sûr que tout est dans la même position. Salut chef. Fini les vacances. Attention, c'est la reprise demain. Et oui, ils sont beaux ces tournevis. Dans les bouchons, ben voilà, 4, j'espère que ça va passer le temps. C'est pas non plus rire et chanson, mais bon, si ça peut permettre d'éviter des soucis. Donc voilà, là mon diff il est prêt. Donc les rondelles, comme on a dit tout à l'heure, sur la notice en général c'est bien indiqué. Alors ça dépend des kits, ça dépend des voitures.
Le Losi, vous avez juste à caler le diff arrière, le diff avant, il n'y a pas de rondelle. Le diff, naturellement, il a un petit peu de jeu dans la cellule, mais ça pose aucun problème. Donc vous mettez les rondelles, vous remettez les grosses cales en alu, en s'assurant qu'elles soient bien au fond du logement. Toujours pareil, hein, si votre diff, vous sentez que les dents, elles sont un petit peu pointues ou tout ça, vous pouvez le caler un petit peu plus serré. Alors, ça dépend des voitures, mais en général, un peu plus serré veut dire rapprocher le coupe conique du pignon d'attaque. Donc, ici sur l'Osi, c'est inversé. Donc, je vais vous expliquer pour l'Osi, mais sur le diff avant, par exemple, c'est un coupe conique qui est normal avec les dents côté corps du diff. En général, plus vous mettez des rondelles de ce côté-là, par exemple sur l'Osi, donc plus vous allez décaler votre différentiel. Et donc plus vous allez lui donner du jeu, et inversement, si vous remettez des rondelles de ce côté-là, vous allez le décaler dans l'autre sens, et donc vous allez rapprocher la couronne du pignon d'attaque et donc enlever du jeu. C'est quelque chose, on fait attention, mais en général au premier montage de la voiture, en général quand la voiture est neuve, vous faites attention. Ensuite, c'est pas quelque chose auquel on fait attention parce que le coupe conique il va évoluer très peu au cours de sa vie. Peut-être après vous le recalez un petit peu plus serré et une fois que tout s'est bien mis en place, mais c'est quelque chose auquel moi par exemple je touche jamais. Une fois que mon diff il est calé, je sais que les coupes coniques TLR sont de superbe qualité et vous n'avez pas besoin de les recaler. Mais voilà, au premier montage, c'est là où en général on va faire attention. Quand vous mettez votre différentiel, donc on va reprendre la cellule. C'est les pattes. Donc quand vous remettez votre différentiel dans la cellule, c'est là où vous allez faire attention en fait à ce que le calage soit bon. Alors attention aussi, c'est des problèmes que j'ai vus très régulièrement. Alors c'est surtout pas faire ça, c'est-à-dire que sur un Losi, la couronne est à droite, mais sur n'importe quelle autre voiture, TT1 8e en général, la couronne est à gauche. Donc faites attention si vous voulez pas avoir un Fenwick à la première accélération et que ça parte en marche arrière avec les roues avant, avec les roues arrière directrices, ou que vous creusez un trou dans le sable. On a vu ça dans les années 90. Hein. Ouais, bon, il y a certaines voitures, elles ont des détrompeurs aujourd'hui, vous pouvez pas mettre le différentiel dans l'autre sens, mais en général, la couronne elle est toujours à gauche. Quand vous regardez la cellule de face, la couronne à gauche, au moins vous êtes sûr que vous prenez le coup de gaz, votre voiture elle partira en marche avant. Tu graisses la couronne. Non, moi je laisse tout tel quel. Ça permet encore une fois d'avoir plus de roue libre. C'est pas forcément quelque chose qui serait bon. C'est vrai qu'en général, là, on a un engrenage en acier, ça serait pas mal de le graisser. Moi, je laisse à sec. En général, il n'y a pas de souci. J'ai jamais cassé un pignon d'attaque ou un coupe conique sur une voiture TLR. Il y a certaines voitures, sûrement, qui sont peut-être plus fragiles, où l'engrenage est peut-être de moindre qualité. Donc là, à ce compte-là, vous mettez toujours un petit peu de graisse universelle, peu importe. De la graisse TLR, de la graisse Ultimate, de la graisse que vous achèterez à Carrefour ou à Casino, juste de la graisse universelle, il n'y a pas de souci, vous mettez ça sur la couronne par petites noisettes et puis vous faites tourner un petit quart de tour, une petite noisette, un petit quart de tour, vous mettez ça 3-4 fois sur le tour de la couronne conique. Moi encore une fois je le fais pas, juste pour donner de la liberté au train et faire en sorte que ma voiture elle file quand je lâche les gaz, et quand j'accélère elle soit le plus libre possible pour brûler le moins de carburant possible. Et voilà Steph, ça permet aussi d'être sûr que le diff est plein, parce que si vous mettez dans un premier temps le planétaire sur la couronne conique et après vous essayez de tout mettre en place, vous savez jamais si votre diff est plein. Là, moi une fois que je l'ai fermé, il n'y a que le volume de la noix et de l'axe qui sont rentrés dans le diff, mais avant ça mon diff était plein et j'en étais sûr. Donc pour le coup, voilà, c'est bien. Lubrifiant sec, effectivement, Maxime, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé. Peut-être que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc voilà, pour caler le différentiel, en général, on bloque la couronne avec un doigt, et puis vous faites tourner la noix de l'autre côté. Donc là, je sais pas si on entend bien sur la vidéo, mais voilà, vous pouvez le faire dans le sens inverse. Alors peut-être que sur la vidéo ça va être plus compliqué. Vous pouvez juste bloquer la noix avec le pouce et puis tenir le roulement. Voilà, alors, pas l'habitude, mais et là vous faites tourner un petit peu le diff. Voilà, en général c'est le calage que vous devrez avoir. Donc en termes de jeu et de bruit, c'est ce que vous devriez avoir au premier montage de la voiture.
Si vous n'avez pas ce jeu-là, vous n'en avez pas du tout, faites un petit demi-tour aussi, j'ai oublié de dire, voilà, faites un demi-tour, comme ça vous assurez que partout sur la couronne vous avez à peu près le même jeu. Si vous n'avez pas du tout ce jeu-là, ou si vous en avez un petit peu plus, essayez d'ajuster les rondelles à droite et à gauche de manière à ce que le diff il soit bien calé, et ça permettra qu'il tienne plus longtemps. Encore une fois, bien s'assurer à ce que le diff il n'ait pas de jeu en transversal comme ça dans la cellule. Ça permet aussi de faire en sorte que le coupe conique il tienne plus longtemps. Sur les Aussie, comme je disais, à l'avant il n'y a pas de rondelle, le diff a un petit peu de jeu, c'est pas un souci. Quand on va serrer la cellule, tout va se mettre en place. Alors là, ça permet juste d'ajuster le calage. Il faut bien encore s'assurer que le calage sera bon quand vous aurez fermé la cellule complètement, et on va le vérifier encore après. Là c'est vraiment pour être sûr qu'on va pas démonter 4 fois la cellule pour avoir le bon jeu, mais on s'assure d'abord que ce soit libre. Alors tant que j'y suis, pour les TLR Boys, en général on reperce les triangles si jamais vous ne l'avez pas fait. Donc les triangles, quand vous mettez l'axe, en général à l'intérieur du triangle ils sont toujours libres, il n'y a pas de problème. Mais si vous serrez la vis de débattement, donc la vis de débattement c'est la petite vis là, quand vous avez serré la vis de débattement, l'axe n'est plus du tout libre à l'intérieur, à l'avant comme à l'arrière, donc faites super attention à ça. Donc au premier montage de la voiture, pareil, ou quand vous mettez une paire de triangles neufs, vous serrez la vis de débattement et ensuite vous repercez le triangle. Alors moi en général ce que je fais c'est que je reperce à 4.3, 4.25 ou 4.3, la partie arrière, donc cette partie là où vous avez la vis, je repère cette partie là de manière à ce que l'axe soit libre. Sinon vous prenez un autre forêt à 4.2 ou 4.3 pour faire l'axe traversant, vous percez l'intégralité du triangle, mais assurez-vous surtout que votre axe soit libre. En général, vous voyez, voilà, il doit tomber du triangle pour n'importe quelle autre voiture, hein, d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qu'on fait quand on vérifie la voiture, quand on remonte. Bien s'assurer que toute la triangulation elle est pas tordue, ou si vous avez un axe qui est tordu, ou si vous avez quelque chose qui n'est pas libre à l'intérieur du triangle, et ben ça va forcément impacter sur la suspension, donc c'est quelque chose qu'on va éviter au maximum. Ensuite, donc on continue à remonter tout ça. Donc là aujourd'hui le topo évidemment c'était sur les différentiels, donc je ne vais pas vous montrer comment je refais l'intégralité de la voiture à chaque fois. Par contre moi en général quand j'ai mon train arrière qui est dans cet état là, j'en profite pour vérifier les roulements de roues, si c'est bien libre. Voilà, donc là pas de souci. C'est pareil, les roulements de roues je les fais à peu près tous les 2 courses, hein, de la même façon que j'ai refait les roulements de diff tout à l'heure. Et nettoyer les cardans et remettre de la graisse. Alors sur les cardans CVD comme ça c'est quelque chose qui est super important. Nettoyer avec un chiffon, voilà, ou avec du nettoyant frein ou quelque chose. Et ensuite vous remettez un peu de graisse, ça permet de vraiment améliorer leur durée de vie. Alors je sais pas si on voyait, j'ai déjà un peu essuyé celui-ci, mais là regardez, celui-là il est plein de terre collé. Alors ça c'est typiquement ce qui va user votre cardan, c'est vrai pour toutes les voitures. Quand vous avez un mélange de graisse et de poussière comme ça, c'est exactement ce qui va faire que vos cardans vont s'user. Donc on va essayer de nettoyer au maximum justement ces résidus là pour remettre de la graisse propre et neuve. Alors après vous pouvez sortir l'hexagone évidemment, faire l'entretien des roulements, etc. Et puis remettre de la graisse propre. Mais là dans le but de faire une vidéo qui soit pas pompeuse, vu que c'est 17h maintenant et qu'on est en pleine digestion et qu'on a envie de dormir, voilà, on va juste l'essuyer proprement, mais très sincèrement, vous pouvez juste mettre un coup de chiffon, remettre de la graisse. Alors là, pour le coup, j'essaie de fluidifier le mouvement, donc je n'utilise plus du tout une graisse étanche ou une graisse qui est assez dure. J'utilise juste la graisse haute pression du kit TLR, et ensuite je viens en mettre dans le cardan. En général dans la petite gorge. Alors je sais pas si tu vois. Hop. Ouais, je tutoie tout le monde aujourd'hui, c'est la fête. Non, parce que je vois que Julien tu mets pas le soufflet à l'arrière. Non, je mets pas les soufflets ni à l'avant ni à l'arrière. C'est quelque chose qui est super à partir du moment où le soufflet est correct et en bon état.
sauf que c'est quelque chose aussi qui va enlever de la roue libre et qui va empêcher le mouvement. Du coup, si vous faites ça, bien entretenir vos cardans, en général, eh ben, vous n'aurez pas de problème. Il n'y a pas forcément besoin de mettre le soufflet, parce que dans tous les cas, sur certains mouvements, le soufflet va s'arracher. Voilà, donc là j'ai mis de la graisse. Ciao Bobby. Donc là je sais pas si on voit bien. Vous voyez, hop, j'ai mis de la graisse à l'intérieur de la gorge. Voilà, là exactement à ce niveau-là. Et en fait après vous faites juste un mouvement, un tour complet du cardan. Voilà, la graisse va se répartir. Va se répartir à l'intérieur du cardan. Hop. Du coup le mouvement sera plus libre. Alors c'est quelque chose sur les TLR, c'est quelque chose qui a une influence sur le train arrière. Quand vos cardans sont bien entretenus avec pas trop de jeu et la graisse, et bien la voiture a un meilleur comportement. Moi je trouve que le train arrière est quand même mieux tenu, a moins tendance à partir à droite et à gauche à l'accélération. Donc est-ce que c'est psychologique ou pas? Je ne pense pas. C'est quelque chose, c'est des petits détails qui font que au quotidien, ça vous rend la vie un petit peu plus facile. Donc, pour remonter, on fait exactement la même chose que tout à l'heure, mais dans le sens inverse. On met les cardans. Alors là, pour le coup, je pense que je vous apprends pas grand-chose. Ensuite, les axes. Et ensuite, on vient fermer la cellule. Pas de conseils particuliers, non, on n'est pas oublier les inserts. Hop. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions hein, dans les commentaires, on va y répondre à la fin. Je pense que je vais prendre un petit peu de temps pour y répondre. On va passer au réglage évidemment après pour savoir dans quelles conditions il faut utiliser quel grade d'huile, etc. etc. Hop, tout ce qui est réglage aussi, là je suis en train de remettre la cale arrière par exemple, mais les réglages c'est quelque chose qu'on évoquera sûrement sur une autre vidéo. Il faut que je découpe un petit peu ça. Est-ce qu'on fait le carrossage avec les angles, etc. Mais c'est une autre vidéo qu'on fera prochainement pour avoir les réglages. Donc ensuite on remonte l'ensemble du diff arrière. Hop. Puis on triche. Chansu et les diffs du film souvent pour regarder le même jeu. Oui Jimmy, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ça dépend vraiment des voitures. Si le coupe conique a tendance à s'user, forcément il va prendre du jeu, donc on va l'ajuster un petit peu en temps réel à l'usure de la voiture. Mais sur les TLR par exemple, moi c'est quelque chose que je ne change jamais. En général le coupe conique, si tu l'as bien calé, si la noix elle est bien serrée ici, voilà la noix, si elle est bien serrée, en général le coupe conique il tient la durée de vie du kit, il n'y a pas de souci. Si les roulements sont bien entretenus aussi, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment les shims, donc les rondelles, on ne les change absolument pas, il n'y a pas besoin. Et c'est quelque chose que vous n'aurez pas besoin de faire. Après sur les autres kits, je pense qu'effectivement il y a des fois un petit peu d'usure, et c'est bien de les vérifier de temps en temps. Alors peut-être pas à chaque fois, mais si vous voyez que votre coupe conique il est un petit peu taillé en pointe et les dents sont assez aiguisées, bah, c'est quelque chose que vous pourrez vérifier. Donc voilà, différentiel est complètement prêt. Et oui, effectivement, l'Hitachi c'est ce qu'on préfère. Voilà, là on peut voir. On peut voir. Voilà, c'est la roue libre que j'ai en faisant toutes ces petites choses là. Donc là mon train arrière est prêt, le différentiel est prêt, on agit exactement de la même façon sur les trois autres différentiels, donc l'avant, le central et l'arrière. Moi je fais exactement la même manipulation, les mêmes choses. L'huile de diff arrière toujours plus basse que le central. Alors Jean-Christophe, ça dépend des voitures. Là justement on va rentrer dans la partie réglage si vous voulez bien. Pour les réglages de différentiel, voilà, moi le réglage de base pour la voiture c'est 3000 à l'arrière. Même mon réglage de base complet pour la voiture c'est 10 000 à l'avant, 10 000 au centre et 3000 à l'arrière, que ce soit pour le nitro ou pour l'électrique. Pour le truggy on va plus haut parce que les roues sont plus grosses en diamètre.
Par contre, donc au niveau réglage, en général, pour les différentiels, plus vous allez avoir un différentiel qui est souple, plus la voiture va être en général facile à piloter, plus vous allez vers des différentiels qui seront plus durs, plus la voiture va être compliquée, mais plus performance. Alors, donc, en général, le diff avant, donc moi je conseille 10 000, ça permet de calmer la voiture, le Losi vient avec 5 000 en général, moi je mets 10 000, ça permet de donner de la souplesse autour du neutre, donc quand vous allez rentrer dans le virage, vous allez avoir moins de direction. Par contre, quand vous allez sortir du virage et accélérer, la voiture va avoir beaucoup plus de motricité, va suivre mieux l'avant, plutôt que subir un petit peu et perdre un peu de la motricité dans le diff avant. Donc le diff avant, si on le ramollit, on donne de l'entrée de virage, mais on en perd en sortie. Et quand on le durcit à l'inversement, on va créer un phénomène de sous-virage en entrée, donc vous allez attendre le train avant. Par contre, en sortie de virage, quand vous allez réaccélérer, vous allez gagner de la directivité. Au niveau du diff central, plus mou, plus facile en général, plus dur, plus difficile, parce que vous allez proportionnellement donner plus de poussée au train arrière, et donc rendre la voiture un petit peu plus difficile à la remise des gaz, comme si vous mettez une voiture en propulsion plutôt qu'une voiture en traction au quotidien sur une grosse voiture. Donc moi je mets 10 000, ça permet de sortir beaucoup plus fort du virage, d'avoir plus de motricité. Par contre, un différentiel plus dur au central en général va rendre la voiture plus difficile à piloter dans les trous. Si vous avez un différentiel central qui est plus fluide, la voiture va mieux amortir, va mieux équilibrer l'avant et l'arrière dans les trous. Donc en général, quand la piste est creusée par exemple, on va avoir tendance à diminuer les 3 diffs en général, mais plus facilement le différentiel central. En général, le différentiel central aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez le monter, vous allez donner de la directivité à la voiture, vous allez donner de la précision, de la nervosité. Par exemple, le différentiel du Losi vient avec 7000, moi je mets 10 000. Ça permet en fait que la voiture a plus de mordant. Quand vous allez lâcher les gaz, par exemple, le différentiel central va moins amortir cette différence de couple entre l'avant et l'arrière, et la voiture va rentrer beaucoup plus fort dans le virage. Maintenant, au niveau du diff arrière, ça fonctionne exactement comme les autres différentiels. Plus vous allez monter, plus la voiture va être performante. Plus vous allez baisser, plus elle va être difficile à piloter. Et ben, c'est pas vrai. Sur le diff arrière, en fait, c'est un petit peu différent. Le diff arrière, quand vous allez le descendre, vous allez donner de l'entrée de virage. Donc la voiture va être plus réactive en entrée. Par contre, en sortie de virage, elle a tendance à être un peu statique. Et elle va suivre le train avant. Alors si votre train avant est mou aussi, ben, malheureusement il ne va pas se passer grand chose en sortie de virage. Par contre, si vous avez un train avant qui emmène très fort, ben, la voiture va partir un peu de l'avant. Et à l'inversement, en fait, quand vous montez le différentiel à l'arrière, la voiture va être plus stable à la décélération. Donc quand vous allez arriver par exemple en bout de ligne droite et vous allez lâcher et tourner, à ce moment-là le train arrière va rester plus stable si vous avez le train arrière, le différentiel arrière plus dur. Par contre, quand vous allez prendre la courbe et commencer à réaccélérer dans la courbe, eh ben en fait, le train arrière va pouvoir pivoter complètement et créer un phénomène de survirage. Donc, en général, le différentiel sur un Losi, par exemple, moi je reste à 3000, plus haut, eh ben, ça me rend la voiture un petit peu feignante à l'entrée de virage. Par contre, quand je réaccélère, elle a tendance à vraiment perdre le train arrière. Donc moi je dirais sur un Losi plutôt 3000 et en dessous, mais jamais en dessus parce que ça rend même pas la voiture plus performante, on n'a pas plus de motricité. Donc voilà, sur un Losi c'est plutôt comme ça que ça marche, mais les différentiels, comme je disais, le grade dépend de la voiture, mais en général c'est quelque chose qu'on règle sur toutes les voitures de la même façon. Par exemple, si votre voiture elle a tendance à pas rentrer dans le virage correctement, quand vous allez lâcher les gaz, la voiture elle est fainéante, ben soit vous baissez le différentiel à l'arrière, soit vous baissez le différentiel à l'avant, soit vous montez le central. Alors, ça fait beaucoup de possibilités. En général, si on a un problème de directivité, on va plutôt aller chercher le différentiel à l'avant. Si on a un problème de stabilité, on va plutôt toucher le différentiel à l'arrière. Alors, Vianney qui nous demande même sur herbe. Alors sur herbe, c'est des conditions qui sont très très particulières où il y a énormément d'adhérence. Donc en général on va plutôt augmenter l'ensemble des diffs. Moi ce que j'aime bien faire c'est surtout garder un équilibre. Sur le Losi j'aime bien par exemple le diff avant et le central avoir le même grade d'huile. Sur herbe on va monter l'ensemble des diffs pour permettre à la voiture d'être plus performante tout en gardant cet équilibre là, sachant que
Le différentiel, lui, sur herbe, avec beaucoup d'adhérence, c'est comme si vous aviez une piste avec beaucoup de grip, donc on va avoir tendance à monter les diffs. En général, une piste plutôt glissante, on va avoir tendance à baisser les diffs pour permettre aux roues qui sont en contact avec le sol de délester un peu et d'aller chercher la motricité et puis surtout gagner aussi un petit peu en facilité. Si vous avez un différentiel qui est dur, ben, la motricité elle va pas être répartie parce que la roue elle va se lever par exemple et puis ça va transférer d'un coup sur l'autre roue. Donc en général quand on a des conditions qui sont plus glissantes on va baisser les diffs, des conditions avec un fort grip on va monter les diffs. Donc Vianney sur herbe, ouais, je dirais même l'arrière, très sincèrement, sur l'Aussie, il n'y a pas forcément besoin de le monter. 10-10-3 ou 10-10-5, oui, ça peut être un bon compromis. Le réglage est pareil ou un dixième. Alors, tout dépend des voitures. Sur les 1 dixième, il y a des voitures qui ont des différentiels à pignon droit. Par exemple, l'Aussie a des différentiels à pignon droit, donc on va travailler avec des grades d'huile qui sont bien plus hauts. Et sur d'autres voitures, on a des différentiels qui sont à pignon plastique, donc on va travailler avec des grades d'huile plus bas aussi. Mais en général, c'est valable pour toutes les voitures. Hein. Aujourd'hui, vous avez un 4x4, que ce soit un dixième ou un huitième, ben, c'est la même chose. Vous avez tout ce que je viens de vous dire, ça fonctionne. Diff mou à l'avant donne plus de directivité en entrée de virage. Diff dur à l'avant donne plus de sortie. Et diff arrière, comme je vous expliquais tout à l'heure, plus de stabilité au lâcher de gaz avec un diff dur, plus de motricité aussi en sortie de virage. Donc après, c'est toujours à trouver un compromis, sachant que j'ai eu encore la question ce matin. En général, moi, je joue carte sur table, c'est-à-dire que quand je vous mets ma fiche de réglage, c'est vraiment ce que j'ai sur la voiture, autant en termes d'amortisseur que de différentiel. C'est vraiment ce que je conseille, et je pense que tous ceux qui ont essayé ma voiture peuvent vous dire que c'est facile à piloter. Il ne faut pas dire oui, mais moi, à mon niveau, je ne pourrais pas piloter sa voiture ou je ne pourrais pas piloter ce réglage-là. C'est complètement faux. Sincèrement, quand on joue au meilleur niveau, ce qu'on veut, c'est une voiture performante, évidemment, mais c'est aussi une voiture facile à piloter. Si vous avez une voiture avec laquelle vous vous battez parce qu'elle est très difficile à piloter, bah malheureusement, vous n'allez pas pouvoir être performant parce que vous allez vous mettre au casque toutes les 3 minutes. Donc en général, vous pouvez vraiment prendre mon setup à la lettre. Alors c'est toujours important à la lettre. C'est vrai que des fois, vous allez suivre les différentiels, mais vous n'avez pas du tout la même chose dans les amortisseurs. Alors c'est compliqué. Ou des fois, on va me dire oui, mais dans les amortisseurs, tu as de la 40. Oui, mais j'ai pas les mêmes pistons. Alors il faut vraiment faire attention à ça. Mais vraiment sur les différentiels, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est valable pour toutes les voitures. Sur un Truggy, c'est la même chose, mais par contre, le diamètre des roues est plus gros. Donc attention, c'est vrai que sur le Truggy, moi l'Aussie en général, j'ai plutôt tendance à rouler avec des diffs, plus durs. Sachant que le Truggy c'est une catégorie qui est assez entre guillemets facile. Le Truggy en général c'est quelque chose où vous n'avez pas forcément de problème dans les trous, vous pouvez accélérer en grand et ça passe, il n'y a pas de problème. Donc en général sur un Truggy on va plutôt monter les diffs pour faire en sorte que la voiture soit plus nerveuse, plus agressive et plus performante. Sachant que ça a toujours un look un peu pâteau, un peu feignant le Truggy, donc justement on essaie de monter les diffs pour lui donner de la motricité et de la performance. Sur un 8 3.0 peut-être bien stable et une bonne motricité. Alors Mika, moi j'ai jamais piloté le 3.0. J'ai eu pas mal de discussions avec d'autres pilotes TLR dont Jérôme Sartel qui m'a pas mal aidé et qui m'a encore pas mal aidé la semaine dernière sur les réglages. Je partirais plutôt sur la même chose, 7000, 7000, 3000 comme réglage de base. Après 10 000, 10 000, 3000 c'est ce que j'utilise moi, c'est ce que je vous conseille, mais je pense que le 3.0 est peut-être un petit peu plus difficile à piloter que le 4.0 parce que le châssis était plus fin à l'époque. Le 4.0 a pas mal d'améliorations pour permettre à la voiture d'être plus facile à piloter. Donc sur un 3.0 je partirais plutôt sur 7000, 7000, 3000 et puis à ajuster en fonction s'il manque de la directivité peut-être faire 5 devant ou si la voiture est trop nerveuse plutôt faire 10 devant. Mais en général le central et l'arrière c'est des choses que je change pas. Oui, ben oui, tout à fait. Ben on attend à ce que tu reviennes encore, hein. On est à Grenoble d'ailleurs au championnat de France dans 15 jours. Oui, si tu sais pas quoi faire, tu peux venir nous faire un petit coucou au CF 1 dixième. Il faut peut-être commencer plus nous et augmenter à mesure que l'on maîtrise mieux la voiture. Oui, Alexis, c'est aussi quelque chose de vrai. En général, c'est bien aussi de suivre les conseils de tout le monde et
dans votre club par exemple, moi je vais souvent rouler à ma piste. Il faut aussi pouvoir suivre les conseils des autres, écouter, mais il faut pas les suivre à la lettre. S'il y a quelqu'un dans votre club qui va dire ah mais moi j'ai mis de la 50 000, c'était super bien, et que vous allez regarder toutes les fiches de réglage, alors c'est valable pour les Losi, c'est valable pour les Kyosho, pour les Mugen, pour n'importe quelle autre voiture, hein. Si vous avez les pilotes officiels qui roulent avec 10 000 et puis la personne de votre club elle roule avec de la 50 000, je pense qu'il y a un petit souci. Soit il n'a pas lu le bidon comme il faut et c'était écrit 5 000, soit il a des doigts magiques, mais en général on reste quand même dans une fourchette pour n'importe quel différentiel aujourd'hui sur les voitures entre 3 000 et 10 000, que ce soit différentiel avant, central, arrière, voilà, il n'y a que sur les truggy qu'on va avoir tendance à monter. Quels sont thermique et brushless, effectivement ça peut être une différence. Sur le thermique et le brushless, moi en général sur le brushless j'ai tendance à monter le diff central. On a des moteurs qui sont très coupleux avec énormément de puissance sur le brushless et qui ont tendance à faire souffrir le diff central parce que c'est la seule chose qui va amortir le couple. Sur un nitro on a un embrayage, donc naturellement l'embrayage va déjà amortir une partie du couple et donc transférer tout ça au diff central qui lui ensuite va amortir le couple. Sur un brushless on est en direct, hormis si vous avez mis un embrayage évidemment. Mais on est en direct, donc c'est le différentiel qui va prendre toute la puissance. Donc en général, oui, j'ai tendance à monter le différentiel central plus sur un brushless que sur un un nitro, pardon. Donc c'est quelque chose que je conseillerais à faire, ou sinon il faut le refaire un petit peu plus souvent. Voilà, c'est l'entretien à faire. Si vous avez si vous roulez sur un brushless, c'est peut-être le premier différentiel à refaire en général si vous n'avez pas beaucoup de temps, par exemple avant une course. Refaites juste le différentiel central et ce sera la meilleure chose à faire pour rendre la voiture la plus performante. En général, le différentiel avant a très peu d'influence, que vous le refaites ou pas, que vous le refaisiez ou pas, ça va pas changer grand chose parce que tout dépend des voitures évidemment, mais sur un TLR en général quand vous l'ouvrez après 5 heures le différentiel avant il est complètement plein et presque fluide encore, l'huile elle est encore parfaitement blanche. Donc si j'avais 2 diffs à faire, par exemple sur un Losi pour gagner du temps, je ferais l'arrière et le central avec le central en priorité. Diogo, moi je roule à l'AMB dans le Beaujolais, pays des buveurs de vin à l'AMB. Tu montes jusqu'à où pour le truggy? Truggy en général on va plutôt sur des grades comme 15-15-5 ou 15-15-10. Après on peut monter encore à 20 si les conditions elles sont vraiment à fort grip, mais en général ça tourne autour de ça. Donc évidemment Laurent c'est ça. On monte. Donc ouais Arnaud, j'ai expliqué pour le diff arrière. Si on monte le diff arrière ça va donner de la stabilité en entrée, mais on va en perdre en sortie de virage. C'est un compromis à trouver. Effectivement Laurence, tu nous disais de toute façon c'est au feeling. Je pense évidemment qu'il faut quand même passer un petit peu de temps à la piste. Vous allez aussi pouvoir essayer, maintenant vous avez la super technique pour faire votre différentiel, vous allez gagner énormément de temps. Donc vous pouvez faire de 5 à 7 par exemple, ou de 5 à 10, changer la viscosité et puis avoir votre feeling. Le Smart Diff évidemment c'était quelque chose qu'on voyait beaucoup dans les années 90, early 2000. Les différentiels à glissement limité ou des Torsen ou des BBF, des choses comme ça. Losi aussi a son Smart Diff. C'est quelque chose que j'ai essayé. Ça permet en fait d'avoir un glissement limité. Vous êtes mou en lâcher de gaz par exemple et plutôt dur en accélération. C'est pas quelque chose que je conseille parce que aujourd'hui on a des voitures qui sont super performantes, qui ont énormément de motricité avec les pneus, avec l'ensemble des réglages. Et c'est quelque chose que je conseille pas parce que ça fait la voiture un petit peu plus difficile à piloter, ça rend les choses un peu plus compliquées. Et ben oui Diogo, comme je disais tout à l'heure, ça dépend des voitures. Il y a des voitures qui ont en fait l'huile qui détériore l'huile très rapidement et d'autres voitures non. Ça dépend vraiment de la qualité des pignons, la qualité de l'engrenage. Aussi la qualité de l'huile, hein, ça peut venir de l'huile. Si l'huile elle est de moindre qualité, malheureusement elle va se brûler assez rapidement, elle va être noire assez vite. Mais il y a aussi pas mal de poussière d'aluminium ou d'acier dans le diff, c'est pour ça qu'elle devient noire. Donc si toute l'huile est là, j'aurais tendance à dire que c'est pas un problème. Si le diff est vide, il faudra peut-être vérifier la pignonnerie, vérifier l'ensemble des pièces et puis changer quelques pièces.
Donc salut Fred. Bah écoute, si ça vous plaît, tant mieux. J'essayerai d'en faire encore plusieurs sur tous les aspects de la voiture. Donc là, c'était le premier sur les différentiels. As-tu déjà essayé un... Fred, essayez d'enlever des pignons. Alors ça, ouais, j'avais essayé à l'époque pour essayer de gagner encore du poids, d'enlever complètement deux satellites. Le problème, c'est qu'en enlevant des pignons dans le différentiel, il faut monter en viscosité parce qu'on a plus de volume mort à l'intérieur du diff. Donc la voiture n'était pas plus performante, pas plus facile. Donc c'est quelque chose auquel je suis revenu en arrière. En un dixième, ce sera un autre réglage. Je pense que là, on va un peu faire l'un huitième. En un dixième, je ferai d'autres tutos. Parce que je pense qu'il y a des tutos à faire aussi sur les diffabis. C'est quelque chose que moi j'ai appris cet été. Je savais pas du tout régler un diffabi, et d'un diffabi bien réglé à un diffabi pas réglé du tout, on n'a pas du tout le même comportement de la voiture, et on passe de quelque chose très difficile à piloter, à mettre des coups de pied dans le podium, à quelque chose qui est un avion de chasse et qui peut permettre de faire troisième au championnat d'Europe. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on verra sûrement plus tard. Alors, on va essayer de faire le tour des questions. Les huiles diff n'ont plus... Mickaël qui nous demande au bout de combien de temps les huiles de diff n'ont plus leur effet. En général, ça se sent un peu à la main. Alors, c'est avec l'expérience, je dirais, on arrive à sentir le diff s'il est plus ou moins dur. Alors, d'un diff à l'autre, sur certaines marques, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'avec l'expérience, on arrive à sentir si le diff il s'est ramolli. En général, si le diff il s'est ramolli, ça veut dire qu'il s'est vidé ou que l'huile elle s'est dénaturée. Tout dépend de la marque de l'huile, tout dépend. Moi je dirais au bout entre 10 et 20 heures d'utilisation, il faut refaire les huiles impérativement. Après, si vous faites de la compétition, bah évidemment vous refaites vos diffs avant toutes les courses, les 3 diffs. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec priorité le central sur un brush, l'arrière sur un nitro, et puis voilà. Mais je dirais entre 5 et 10 heures, c'est bien de les refaire. Ouais. Ah oui, Bastien, très intéressant comme question. Sur les flasques, comment les monter si on a flasque métallique et flasque caoutchouc? Moi, je mets la flasque caoutchouc en général côté extérieur. Donc, par exemple, si on a, comme tout à l'heure, la fusée, en général, la flasque caoutchouc, je la mets de ce côté-là, et de l'autre côté, je la mets dans ce sens-là. Ça permet à ce que, pour moi, la flasque caoutchouc est plus étanche que la flasque métallique, donc ça permet que, en fait, sur la poussière où l'eau ne rentre pas, ça m'est arrivé de rouler dans l'eau aussi. En général, même avec ces roulements de cette qualité, on n'a pas de souci. La Fort Grip, 70% Astro, 10%. Et sur un Losi, toujours pareil, Jérôme, quand il y a Fort Grip, on a tendance à monter les diffs, donc je dirais 10-10-3. Et sur l'Astro, très honnêtement, j'ai jamais roulé sur Astro, mais ça se rapproche à des conditions de gros grip, donc 10-10-3 ou 15-15-5. Mais voilà, après, ça rendra la voiture plus difficile à piloter aussi, donc 10-10-3 c'est un bon réglage de base, et puis si le grip monte, on peut monter en diff. Ça la rendra plus performante, mais aussi plus difficile. C'est toujours le bon compromis à trouver, comme on disait tout à l'heure. Ça permet d'adapter le réglage à votre pilotage. Alors Diogo, je t'inviterai à regarder l'ensemble de la vidéo, comme toujours. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que les huiles, j'ai fait l'essai sur pas mal d'huiles en laboratoire, et aujourd'hui il y a quand même beaucoup de différences d'une huile à l'autre en termes de qualité. Et moi je recommande l'huile RC Concept ou l'huile TLR, qui sont pour moi les deux meilleures du marché aujourd'hui. Après les autres huiles, elles peuvent se dégrader en fonction de la température. Je sais aussi que sur un Kyosho, malheureusement, on sait que c'est une voiture qui est aussi très performante, mais les huiles de diff ont en général tendance à se noircir assez régulièrement, et malheureusement, peu importe la qualité de l'huile, ça a tendance à arriver. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. N'hésitez pas à poser vos questions encore en commentaire, j'y répondrai évidemment. Et puis on va faire d'autres points. Alors restez connectés, on va essayer de faire d'autres points sur les amortisseurs, comment faire les amortisseurs, comment les régler. Ça va être quelque chose aussi d'assez important. On va faire un autre live sûrement la semaine prochaine.
les réglages aussi de la voiture, et surtout n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou d'autres points sur lesquels vous aimeriez qu'on discute et qu'on puisse avancer. Eh bien, il n'y a pas de souci. For all the English guys, for sure, I will once again post the comments at the beginning. Just make sure you watch the video again, and I will post the comments with the tips. For sure, I think visually, you could already see what I did. It helps, like the way I rebuild the diffs. But for the setup helps, for example, I will probably post something like. When you go higher with the oil or lower with the oil, I think it will help. Effectivement, si quelqu'un veut bien m'amener quelque chose, non, attendez, super sérieux. Et ouais, bon bah allez, je vous dis à la semaine prochaine, et puis surtout, n'hésitez pas, amusez-vous bien, on partage tous la même passion, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, ou à partager entre vous. Et puis surtout, communiquez et faites en sorte qu'on apprécie toujours les moments quand on est à la piste. Et puis n'hésitez pas à me voir aussi, à venir me voir quand je suis sur un circuit. J'ai souvent l'air à fond dans mon truc, à fond dans la compète. Mais je suis toujours là pour aider, de la même façon qu'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Et puis on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao!